Donc déjà bonjour à tous et puis bienvenue au premier webinaire, on va dire de notre série de webinaires résultats du projet multifonctionnalité découverte d'interculture. Donc ces webinaires font suite à, on va dire, une première organisation de colloque qui avait lieu au mois de novembre. Et ce colloque-là, il s'est dématérialisé sous format de 5 webinaires, donc ils se répartissent sur les mois de mars, avril et puis septembre pour le dernier sur les dates sur les techniques de destruction. Donc voilà, on ouvre le bal avec un premier sur l'effet découvert sur la structure du sol qu'on a intitulé « Effet découvert sur la structure du sol, mythe ou réalité ?» Point d'interrogation. Voilà. Donc pour présenter, donc moi je m'appelle Romain Crignon, je suis chargé de projet donc couvert d'interculture à AgroTransfert. Donc c'est moi qui ai un petit peu, dire, avec les partenaires, organisé ce webinaire et puis tout le projet sur les couverts. Et donc, je suis accompagné donc, de Vincent Thomis et Carolina Hugard. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Et puis, ils auront le temps d'entendre vos présentations. Donc, je ne sais pas par qui on commence. Vas-y, Carolina, si tu veux commencer. Merci, Romain. Donc, je représente Unilassal en tant que partenaire de projet. Je m'appelle Carolina Hugard. Je suis enseignante-chercheur en sciences du sol à l'école d'agronomie Unilassal, au site des Beauvais. Et bon, je m'intéresse particulièrement à l'effet des systèmes de culture et à l'effet du passage des engins agricoles sur les structures du sol et sur les propriétés annexes. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui participant à cette première webinaire. Je cède la parole à Vincent. Merci Carolina. Donc bonjour à tous, Vincent Thomis. Donc moi je suis en charge d'un projet AgroTransfert sur la gestion de la structure des sols. Donc c'est le projet Sol Défi, donc qui vise à aider les agriculteurs à diagnostiquer l'état structurel des sols, les problèmes de tassement, surface en profondeur, et puis ensuite aider à prévenir et corriger les problèmes de tassement des sols. Voilà. Puis donc on a été amené dans le cadre de ce projet à participer à l'étude avec Romain sur le projet interculture, donc à l'étude sur l'effet découvert sur la structure des sols. Voilà. Voilà. Bon, bah, du coup, on va pouvoir commencer un petit peu le webinaire. Donc, un petit mot déjà dès le départ sur le fonctionnement de la plateforme. Donc, vous avez tous vu, je pense, l'onglet chat, vu que tout le monde a dit bonjour ou bonsoir à tout le monde. Donc, il y a aussi un deuxième onglet, pensez-y, c'est un onglet questions. Donc là, il faut essayer de poser plutôt vos questions sur cet onglet-là plutôt que sur l'onglet chat, puisque cet onglet-là, il va avoir deux avantages, c'est que vous pourrez voter. Il y a un système de vote pour les questions, c'est-à-dire que si vous trouvez qu'une question est pertinente ou vous vous posez exactement la même question, vous pouvez voter pour la question que quelqu'un d'autre a posée. Et nous, ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les questions qui intéressent les gens. Donc n'hésitez pas, donc comme ça, vous posez vos questions en cours de présentation. Si c'est des questions de compréhension et que tout le monde peut, et que voilà, il n'y a pas forcément besoin de demander à l'intervenant de faire un point là-dessus, il y a nos modérateurs qui vont se charger de répondre dans la foulée, ou sinon, bah, on y répondra dans un moment question, plutôt dans la deuxième moitié du webinaire. Et puis si au bout de ça, on n'a toujours pas répondu à votre question, vous recevrez la réponse soit par mail, et puis elle apparaîtra aussi dans le compte rendu du webinaire. Donc voilà pour le fonctionnement de la plateforme. Il y aura aussi deux petits sondages à la fin du webinaire pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, à la fois sur le fond et puis sur la forme. Donc deux petites questions, n'oubliez pas à la fin. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc comme je vous disais, c'est ce webinaire et c'est le début d'une série de webinaires sur les résultats du projet multifonctionnalité découverte d'interculture. Donc là on est le 4 mars, c'est le premier, donc effet sur la structure du sol. Puis la semaine prochaine, ce sera sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix des couverts. Donc, on partagera l'affiche avec quelqu'un de l'INRAE, donc Nicolas Baudouin. Ensuite, on passe au mois d'avril, donc plutôt sur l'implantation des couverts, les implantations post-moisson, mais aussi le semis à la volée dans le précédent. Et puis enfin, en septembre, on sera plutôt sur les techniques de destruction. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de vous inscrire à chacun des webinaires, parce que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit au premier que vous êtes inscrit aux autres. Donc il faut s'inscrire à chacun d'entre eux. Aussi, on a un petit fil conducteur pour chacun de ces webinaires, c'est qu'on a donc une première présentation un peu du projet et puis de ses sorties, un état de l'art sur le sujet qu'on va développer, un compte-rendu des essais et des résultats sous forme de vidéo. Donc vous verrez, on a fait des vidéos de nos essais. Donc comme ça, vous aurez quand même des couverts à voir malgré le fait qu'on soit au mois de mars. Et puis une partie échange questions-réponses. Voilà.
Et puis enfin, un petit mot pour conclure. Okay. Donc voilà, donc on va commencer donc avec la présentation, une petite présentation du projet pendant quelques minutes pour que voilà, vous puissiez remettre ce webinaire dans sa globalité, et puis voir aussi qu'il y a aussi d'autres ressources plus loin que ce webinaire et que vous pourrez y accéder librement après. Donc voilà, donc le projet multifonctionnalité découverte d'interculture, donc c'est un projet 2015-2020, donc on vient de terminer en décembre dernier. Donc c'était un projet qui avait pour finalité de favoriser la généralisation de couverts d'interculture performants. Donc par performant, on entend des couverts qui rendent un maximum de services écosystémiques, à la fois pour l'agriculteur et puis pour un peu toutes les parties prenantes qu'il peut y avoir à son exploitation. Donc on cherche des couverts qui rendent un maximum de services et avec des niveaux de services qui soient élevés. Donc voilà, donc on s'est posé la question, donc tout au début du projet, dans des phases un peu de gestation du projet en 2013-2014, quels étaient les facteurs qui limitaient en fait le développement de ces couverts multiservices en région, donc à l'époque. Et en fait, ça a permis de structurer un peu les actions du projet, donc autour de 3 objectifs. Un premier, c'était de fournir des références sur les services rendus, parce qu'il y avait peut-être un certain nombre de services dont on estimait, enfin, que les agriculteurs n'estimaient pas avoir connaissance ou ne pas suffisamment maîtriser pour chercher à les mettre en place. Donc vous avez un petit peu, vous avez en tout là les résultats d'une phase d'enquête qu'on a menée au printemps 2016, donc tout au début du projet, où on voit finalement que, à part les services qui ont fait l'objet vraiment d'une communication importante, les autres, en fait, ils apparaissent comme mal connus de la part des agriculteurs. Donc, il y a un travail un peu à faire aussi de vulgarisation et de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre des couverts sur ces services-là. Donc, ça fournissait un premier objectif au projet. Un deuxième, c'était aussi de permettre aux agriculteurs, une fois qu'on connaît nos services, d'aménager les pratiques pour maximiser ces services cibles. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple qu'on va développer aujourd'hui sur la structure du sol, c'est comment est-ce que je fais pour arriver à, maintenant que je sais qu'il y a un effet des couverts sur la structure du sol, comment je fais pour maximiser dans mon contexte l'effet de mes couverts sur la structure du sol. Donc comment est-ce que je pilote mes couverts, quelle date de semis, quelle date de destruction, quelle espèce implantée. Et enfin, un troisième objectif qu'on a travaillé dans le cadre de ce projet, c'est de permettre le contournement de freins à la mise en place de cultures intermédiaires. Donc, et ça par le transfert d'innovation technique. Donc c'est en fait, on s'est rendu compte au travers du diagnostic qui a eu lieu tout au début du projet, que en fait, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre d'agriculteurs qui soient très très motivés par le fait de produire des couverts performants et qui soient très au courant des services qui puissent retirer de ces couverts, et bien en fait, ils se retrouvaient quelquequefois bloqués dans leur pratique, soit parce qu'on n'a pas forcément le matériel adapté pour avoir des semis précoces, soit l'organisation ou l'orientation d'exploitation ne permet pas le semis précoce de couverts ou la conduite de couverts plus performants. Donc on a aussi travaillé donc, à lever ces freins à la mise en place de cultures intermédiaires performantes. Donc en fait, ces objectifs, ils ont un peu structuré aussi les dispositifs expérimentaux qui ont été mis en place dans le cadre du projet. Donc à la fois pour compléter les connaissances qui existaient déjà, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui existaient sur les couverts. Donc on a mis en place des expérimentations au champ qui visaient à aller un petit peu plus loin sur les connaissances qu'on avait déjà sur les cultures intermédiaires. Donc on a travaillé par exemple sur les destructions tardives, donc les reports de destruction au printemps, donc sur mars, avril, de couverts riches en légumineuses pour essayer de tirer le plus loin possible le service mise à disposition d'azote pour la culture suivante. On a aussi, donc, comme on va le voir aujourd'hui, travaillé sur l'effet découvert sur la structure du sol et les propriétés physiques du sol, mais aussi, on va dire, sur des choses plus de mise en œuvre des cultures intermédiaires. Donc, on a travaillé sur l'effet du choix d'itinéraire technique, donc quel est le mode d'implantation qui convient le mieux, puis aussi, on a mené un gros travail, vous le verrez sur le webinaire d'avril, sur la recherche des facteurs de succès sur le semis à la volée de couverts dans le blé précédent. On a aussi travaillé au travers d'expérimentations virtuelles avec l'utilisation du modèle STIX pour évaluer l'impact des choix de gestion des couverts sur les cycles carbone, azote et eau. On a fait aussi, on va dire, une actualisation et un peu une synthèse de vulgarisation des connaissances qui étaient disponibles en biblio sur un certain nombre de services rendus par les cultures intermédiaires. Donc vous avez la liste juste en dessous. Et ça s'est mis en place par, vous le verrez, par des fiches sur les services rendus et des fiches qui sont, on va dire,
exhaustive des connaissances qu'on peut avoir à l'heure actuelle sur ces services. Et enfin, on a produit, on va dire, une traque aux pratiques innovantes. Donc, c'est pour répondre à notre troisième objectif du projet, qui est le contournement des freins à la pratique des cultures intermédiaires. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'était de rechercher, caractériser des itinéraires techniques de cultures intermédiaires qui soient performants d'un point de vue organisationnel et économique. Donc, c'est comment est-ce que je fais des meilleurs couverts à moins cher et en y passant le moins de temps possible. Donc, ça avec l'objectif d'avoir de très beaux couverts. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, de ce qui a été fait dans le cadre du projet. Et en termes de sortie, de mise à disposition pour vous, ça se traduit par la création d'une bibliothèque en ligne de référence sur les cultures intermédiaires. Donc on a des fiches sur les services rendus par les cultures intermédiaires et les pistes pour maximiser ces services. Donc on explique le processus et en même temps on donne des pistes pour maximiser le service, structure, mise à disposition, piégeage d'azote. Des fiches sur les pratiques innovantes, donc on a trouvé au travers de cette traque aux pratiques innovantes. Des dossiers techniques, si on a envie d'aller un petit peu plus loin sur les expérimentations qui ont été mises en œuvre et voir un petit peu nos résultats, on va dire, d'un peu plus près que dans les fiches services ou dans les fiches pratiques innovantes. Des outils d'aide à la décision, conception sur les cultures intermédiaires, vous aurez l'occasion de voir dans les webinaires suivants. Des vidéos, donc là on va en voir une aujourd'hui. Puis après, on a des supports d'animation, de journées techniques ou de formation, donc pour encore rendre, on va dire, diffuser les connaissances qu'on a pu acquérir sur les cultures intermédiaires. Donc pour revenir à cette bibliothèque en ligne, bah, du coup vous pouvez la trouver sur l'adresse, elle est écrite là au milieu de la diapo, c'est cultivons les couverts pour agrotransfert.rt.org, et donc c'est un site internet qui est dédié aux résultats du projet et aux cultures intermédiaires, donc vous pouvez vous y rendre dès que vous voulez, soit en recopiant cette adresse-là, ou vous la trouverez sur le site internet d'Agrotransfert également. Vous trouverez le lien pour vous y rendre. Donc voilà, donc on va pouvoir passer au sujet. On a présenté un peu le projet et les sorties, donc ce que vous pourrez retirer de ce projet après le webinaire. Et donc on va pouvoir passer au sujet du jour, qui est l'effet découvert sur la structure du sol. Donc voilà, mythe ou réalité. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Vincent qui va nous présenter un peu, qui va nous recontextualiser un peu tout ça. Et voilà. Donc, merci Romain. Alors pourquoi on a été amené à réaliser cette étude? Il se trouve qu'on a un contexte, alors dans les Hauts-de-France, mais aussi de manière générale, un contexte qui est plutôt favorable à l'apparition des tassements, avec des chantiers qui sont de plus en plus lourds au niveau des tracteurs, au niveau des épandeurs de produits organiques automoteurs notamment, et surtout au niveau des matériels de récolte, avec donc les intégrales à betterave qui peuvent faire jusqu'à 60-65 tonnes à charge, ou encore les moissonneuses avec le report de charge de la barre de coupe et puis les trémies qui sont de plus en plus grosses. On atteint très souvent plus de 20 tonnes sur l'essieu avant quand la trémie elle est pleine. Avec des interventions parfois en conditions humides, en particulier pour les récoltes d'automne. Et il se trouve que un certain nombre d'études, en particulier les études qu'on a menées, on a pu mettre en évidence que c'est vraiment l'effet de la charge par essieu qui est déterminante par rapport à l'apparition des tassements profonds. C'est-à-dire que notamment les pneumatiques, donc le type de pneumatique, la pression de gonflage, ça va être très important pour préserver la structure du sol sur les 25-30 premiers centimètres. Mais au-delà des 25-30 premiers centimètres, c'est vraiment la charge par essieu qui est déterminante, bien entendu, lorsque le sol est humide. Et donc, étant donné qu'on a de plus en plus de chantiers lourds, du coup, on observe de plus en plus de tassements profonds, comme on peut le voir ici sur les deux photos. On a une structure dans l'horizon de surface qui est plutôt favorable, puisque ça a été retravaillé par le travail du sol. Par contre, en profondeur, là, on a du tassement très sévère sur les deux photos. Et donc, le problème de ces tassements profonds, c'est que d'une part, c'est des tassements qui sont très peu réversibles, parce que forcément, le travail du sol n'intervient plus, et les mécanismes de régénération naturelle, le climat, la biologie du sol, sont moins actifs en profondeur qu'en surface. Donc, ce sont des tassements problématiques, parce que persistants, et puis problématiques par rapport à l'infiltration de l'eau, et puis par rapport à l'enracinement des cultures, On a pu le mettre en évidence notamment par des cartographies racinaires. Alors ici, c'est une illustration sur une parcelle de pommes de terre avec un précédent cultural qui était des betteraves.
qui étaient arrachés à 2 dates différentes sur la même parcelle. Donc, il y a une partie de la parcelle, la partie à gauche, où les betteraves ont été récoltées en bonnes conditions, début octobre, et une partie des betteraves, la partie à droite de la parcelle, là sur la diapo, qui avait été arrachée en novembre en conditions beaucoup plus humides. Et ensuite, on a pu suivre l'impact sur les pommes de terre qui avaient été implantées derrière les betteraves. Donc, il y a eu un labour et ensuite l'implantation des pommes de terre l'année suivante. Et visuellement, déjà sur le développement aérien, on voit là sur les photos un effet sur le développement aérien avec une sénescence plus accélérée sur la partie où les betteraves étaient arrachées en mauvaises conditions. Et puis sur la structure du sol, donc beaucoup moins de zones tassées là où les betteraves étaient arrachées en bonnes conditions et avec un enracinement des pommes de terre jusqu'à peu près 60 cm de profondeur. Par contre, la partie à droite où les betteraves étaient arrachées en mauvaises conditions, beaucoup plus de zones tassées en surface et en profondeur. Et on voit là sur la cartographie racinaire les pommes de terre qui ont été, l'enracinement qui était bloqué à 35 cm de profondeur. Donc c'est quand même dommage, quand on a la chance d'avoir des sols profonds, c'est dommage que les racines soient bloquées à 35 cm et ne puissent pas exploiter l'eau, les éléments minéraux plus en profondeur. Et donc dans l'ensemble de nos expérimentations qu'on a pu mener sur différentes cultures, on a pu observer des pertes de rendement du fait d'étassement en profondeur jusqu'à moins 30% de perte de rendement. C'est dépendant évidemment du type de culture et de l'année climatique, mais les pertes de rendement étaient d'autant plus importantes les années très humides, comme on a pu avoir en 2012 ou 2016 surtout, parce que là on va avoir de l'asphyxie racinaire au niveau des zones tassées, et aussi et même surtout les années sèches, comme on a eu ces dernières années, 2020-2019, où là, les racines vont être bloquées par les tassements profonds et donc forcément, l'eau en profondeur ne va pas être exploitable et il y aura des pertes de rendement les années sèches. Et en parallèle, on a également une tendance à la réduction du travail du sol pour différentes raisons économiques, agronomiques. Donc, d'où la nécessité de pouvoir optimiser la restructuration naturelle dans ces horizons profonds qui ne sont plus travaillés, en particulier l'horizon que l'on appelle H6, c'est-à-dire c'est l'horizon qui est situé entre le travail du sol actuel et le travail du sol le plus profond qui est sur la parcelle. Et c'est un horizon qui est généralement assez tassé, de plus en plus tassé, notamment du fait de l'évolution des chantiers qui sont de plus en plus lourds. Donc d'où l'étude que l'on a menée pour voir dans quelle mesure les racines des couverts végétaux pouvaient améliorer l'état structural du sol dans cet horizon, donc sous les horizons habituellement travaillés, qui ne sont donc plus travaillés, voir dans quelle mesure les racines pouvaient améliorer la structure dans cet horizon. Voilà, donc là, je laisse maintenant la parole à Carolina qui va vous évoquer l'état des connaissances sur ce sujet. Merci Vincent. Donc, quand Vincent présentait dans la dernière diapo le fait qu'il y ait moyen, pour régénérer cet horizon H6 fortement tassé qui ne sera plus travaillé, une des solutions dans ces cas-là correctifs, ça va être les moyens biologiques. Donc, on identifiait ici, c'est la capacité de cette racine pour régénérer la structure du sol. Alors, il s'avère que cette service et cette solution corrective, il est quand même assez reconnu et admis par les agriculteurs, comme il a été montré dans l'enquête au début du projet qui était réalisée en 2015-2016, ce que vous voyez dans la figure ici à gauche. Or, là, c'est très petit, mais la structure du sol, c'est ici, avec 175 réponses positives, et comme quoi ce service est suffisamment connu par les milieux, au contraire des 81 réponses pour un service mal connu. Or, en parallèle, il s'avère que ce service de régénération semble être évident pour la plupart d'entre nous. Cependant, il a très peu de références disponibles au sujet, notamment à peine 25 références identifiées dans le projet. Et cette référence dont a comité... j'ai eu un blocage. Donc, ils sont plutôt sur des études basées sur les zones superficielles, donc sur les premières 15 cm, et pas forcément sur le même système de culture, donc plutôt basé sur le système Soja-Maize. Donc, oui, il y a très peu de références, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Et pour cela, je vais vous présenter quelques diapositives pour essayer de récopiler
les principaux connaissances. Donc, une première, quels sont les effets découverts en surface du sol? Donc, vous voyez bien dans la première photo, donc un système racinaire est plutôt pivotant et fasciculé. Or, les références nous disent que certaines espèces peuvent avoir une capacité à coloniser les horizons tassés, mais avec des tendances pas tout à fait dans le même sens. Donc, d'une part, on peut nommer un exemple de rallye du colza, qui a une meilleure capacité à coloniser, donc à régénérer, à coloniser et pourtant au pouvoir de régénérer les structures du sol des horizons tassés, est supérieure au seigle. Au contraire, tandis que plutôt l'avoine avec son système fasciculé pourrait également avoir une meilleure capacité que du rallye et que de la veste avec leur système pivotant. Donc, l'état des connaissances, ça dépend beaucoup du contexte pédoclimatique et du système de culture, ce qui aussi on peut tout à fait comprendre. Alors, deuxièmement, on peut avoir également un effet positif sur la porosité en surface, ce qui veut dire plus de volume de vide par rapport au volume de sol, donc plus de porosité, c'est-à-dire une densité apparente aussi plus faible, qui permettra d'augmenter une meilleure capacité d'aération, de circulation de l'eau et de l'air dans le sol. Alors, troisièmement, il y a également tout à fait un lien avec la porosité du sol et à la capacité de circulation, un effet positif sur la perméabilité à l'air. Donc, cette petite schéma a comme objectif de montrer un volume de sol, plutôt une vision en deux dimensions, où en marron, on voit les constituants solides et en bleu, on essaye de représenter les pores. Ce qu'on voit ici, oui, peut-être il a une porosité, disons 30%, très bien. Cependant, ces pores, ils ne sont pas connectés. Donc, l'air et l'eau ne pourront pas circuler du haut du sol, du profil, vers les bas. Ou bien sûr aussi dans le sens horizontal. Tandis qu'à côté, ces pores-là seront connectés. Et donc, on peut parler d'une continuité de pores qui permettra, qui facilitera la perméabilité ou la circulation de l'air dans le sol, ainsi que la circulation de l'eau. Donc, des autres effets, cette fois-ci, en lien avec la résistance du sol, avec ce qu'on appelle la portance, ou qu'on mesure de plusieurs façons, notamment ici dans les photos, c'est un pénétromètre électronique qui permet de caractériser un profil de résistance à la pointe. Et oui, les racines découvertes peuvent diminuer la résistance du sol à la pénétration d'une tige métallique. Donc, si la résistance du sol est diminuée, ça va favoriser l'installation de la culture, car la culture, les racines ne rencontreront pas une barrière physique, mécanique pour pouvoir se développer. Et bon, ça va faciliter, ça va contribuer également à la travaillabilité du sol en lien avec les opérations culturelles. Et puis, pour finir avec cette synthèse de qu'est-ce qu'on trouve dans les références connues, c'est qu'il y a également en lien avec la capacité de circulation de l'air, bien sûr, ça va être la capacité de circulation de l'eau dans les sols. Donc, une amélioration de la vitesse d'infiltration. Si on pense à la vitesse d'infiltration ou à la conductivité hydraulique, ça veut dire on peut penser à une amélioration du ressuyage du sol. Si l'eau s'infiltre mieux dans le sol, il y aura aussi une limitation de ruissellement et tout ce qui entraîne dans des conditions spécifiques jusqu'à pouvoir diminuer également l'érosion. Et donc, je pense que de mon côté, j'ai fini avec cette synthèse. Et pour présenter les essais qui ont été mis en place, Romain, toi à la main. Oui, je reprends la main. Très bien. Une question. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on a vu là, à la fois dans la contextualisation de Vincent et puis l'état de l'art de Carolina, c'est que finalement, on a un enjeu autour de l'état structural en dessous de l'horizon travaillé actuellement, qui ne peut pas être ou difficilement, on va dire, corrigé par du travail du sol. Donc on a besoin de
de ces leviers biologiques pour améliorer l'état structural en profondeur, mais qu'on a peu de références sur leur effet, l'effet réel découvert en profondeur. On a des hypothèses sur leur effet, on a des données sur leurs effets en surface, et nous on a fait l'hypothèse qu'il en était, on va dire, de même sur leur effet en profondeur. Donc on a mis en place donc des essais pour comprendre dans notre contexte régional, donc c'est-à-dire que sur des parcelles, on va dire à tendance limoneuse et avec un tassement avéré en profondeur, de comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre l'enracinement découvert et l'état structural. Donc dans un premier temps, de comprendre dans quelle mesure l'état structural il peut influencer l'enracinement découvert. Donc il y a une première hypothèse du fait de dire les couverts sont une culture comme les autres, ils vont être gênés par l'état structural en profondeur et ils ne vont pas forcément coloniser cet horizon où ils vont être bloqués au niveau de cet horizon tassé. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est posé la question, donc est-ce que les couverts, ils arrivent à modifier l'état structural du sol et les propriétés du sol, mais en profondeur. Donc pour ça, en fait, on a mis en place des essais en parcelle, donc chez des agriculteurs, donc où on a testé, donc au début, pour faire simple, pour caractériser cet effet des couverts sur l'état structural du sol, donc on a testé 3 modalités, donc le radis fourragé, l'avoine rude et le sol nu, tout simplement parce que c'était les modalités qui étaient souvent décrites sur les quelques références qu'on avait en biblio. Donc pour ça, on a choisi des parcelles donc, avec un tassement avéré, donc c'est-à-dire qu'on s'est placé donc au niveau du secteur géographique, on est allé dans l'Oise, en système au tout début betterave, pommes de terre, donc pendant les 2 années, donc sur des systèmes avec on va dire une plus grande fréquence de récolte tardive en conditions humides, et on a choisi des parcelles qui présentaient un tassement avéré sous un H6 tassé, donc un tassement sous l'horizon travaillé actuellement. Donc on a mis en place ces couverts et on a réalisé un certain nombre d'observations, donc vous allez voir un petit peu après, donc sur à la fois l'état structural, l'enracinement et aussi les propriétés physiques. Et on a essayé un petit peu de faire le lien entre les trois pour vous présenter, on va dire, ces quelques conclusions sur le lien entre état structural et développement de couverts d'interculture. Donc pour ça, on va vous présenter les résultats donc, en vidéo, donc vous verrez, vous pourrez faire un peu les observations, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne au champ. Nous avons été amenés à réaliser cet atelier, donc cette étude concernant l'effet des racines des couverts végétaux, donc sur l'évolution de la structure du sol, puisque de plus en plus il y a des chantiers agricoles qui sont de plus en plus lourds et donc qui occasionnent des tassements, comme on peut le voir là sur le profil de sol, avec des zones tassées, compactes, sans porosité visible à l'œil nu. Et donc ces zones tassées peuvent être en surface mais également en profondeur, à des profondeurs où le travail du sol n'intervient plus. Et en parallèle, il y a également une tendance à la réduction du travail du sol, donc une nécessité de pouvoir optimiser la restructuration naturelle. Donc au niveau de la restructuration naturelle peut se faire par le climat, alternance humectation, dessiccation, gel-dégel, mais ça on le maîtrise moins, et ensuite par la biologie du sol. Donc il y a les vers de terre avec tout leur réseau de galeries, et ensuite il y a beaucoup d'interrogations concernant la capacité des racines des couverts végétaux à régénérer une structure de sol tassée. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et auxquelles on a essayé de répondre. Donc en particulier, est-ce que les racines des couverts sont capables de coloniser l'ensemble du profil sur un pas de temps relativement court de quelques mois? Est-ce qu'il y a un effet de l'espèce, de la durée de végétation aussi sur la colonisation du profil? Ensuite, comment réagissent, comment se comportent les racines lorsqu'elles arrivent au niveau des zones tassées? Est-ce qu'elles vont plutôt contourner les zones tassées ou passer à travers les zones tassées? Et ensuite, la dernière question essentielle, c'est ces racines des couverts végétaux, est-ce qu'elles vont être capables de régénérer la structure de sol tassée? Donc pour répondre à ces questions, on a mené des expérimentations en 2017, 2018, 2019. Pour cela, on a choisi des parcelles agricoles avec présence avérée de tassement pour disposer d'une parcelle tassée. Et puis ensuite, on a donc implanté des couverts végétaux, donc des bandes d'avoine rude, de radis fourragés, donc qui sont deux espèces avec des systèmes racinaires bien différents, système fasciculé, système pivotant. Et ensuite, en comparaison avec une bande témoin de sol nu, donc qui fait office de témoin. Donc ensuite, on a caractérisé l'enracinement de ces cultures intermédiaires pour voir comment elles colonisaient le profil de sol.
On a fait des suivis d'humidité du sol pour caractériser la dessiccation du sol par le pompage de l'eau par les racines. Et puis ensuite, on a caractérisé la structure du sol par des propriétés physiques du sol, des mesures de masse volumique, donc densité du sol, d'infiltration à l'eau, de perméabilité à l'air pour connaître la connectivité des pores. Et puis ensuite, une caractérisation plus visuelle sur le profil de sol pour apprécier qualitativement l'évolution de la structure du sol et caractériser la fissuration du sol par les racines. Donc en termes de résultats, on a tout d'abord cherché à savoir si les racines découvertes permettaient de coloniser l'ensemble du profil en quelques mois. Donc ce premier graphique nous expose la densité de racines dans le profil en fonction de la profondeur. Donc concrètement, plus on va vers la droite, plus on a une densité de racines importante dans le profil. Le trait en bleu, c'est la modalité radii, en rouge, c'est la modalité avoine. Les traits pleins, donc c'est à 500 degrés jour après la levée, donc à peu près 1 mois et demi après la levée du couvert. Et les traits pointillés, c'est à 1000 degrés jour après la levée du couvert, l'observation à la fin du mois de novembre, avant la destruction du couvert. Donc ce que l'on remarque tout d'abord, c'est que logiquement, on a une diminution de la densité racinaire plus on va en profondeur. Donc ça, c'est logique. Ce qu'on observe ensuite, c'est que les couverts, ils traversent la zone tassée qui était située au-delà de 25 cm de profondeur. Et la traverse dès 500 degrés jour. Hein. Les traits pleins ici, on voit que dès 500 degrés jour, les racines traversent la zone tassée. Par contre, plus on va en profondeur, et on voit que là, il y a un fort effet de la durée de végétation du couvert, c'est-à-dire que les traits pointillés, à l'observation au mois de novembre, il y a beaucoup plus de racines en profondeur. Ce qui signifie que si on veut optimiser l'exploitation du profil par les racines, il faut optimiser la durée de végétation et donc semer le couvert le plus tôt possible. Ensuite, on a cherché à savoir s'il y avait un effet de la biomasse du couvert sur l'exploration des racines. Donc là, ce que montre le graphique, c'est le taux d'exploration racinaire dans le profil de sol en fonction de la biomasse. On remarque que donc, plus on va vers le haut du graphique et plus le profil est exploré par les racines. On remarque bien que plus la biomasse du couvert est importante et plus les racines explorent l'ensemble du profil de sol. Donc il y a bien un lien entre la biomasse et l'enracinement, c'est-à-dire que plus on produit de biomasse aérienne, plus on va produire également de biomasse racinaire et donc permettre d'explorer au mieux l'ensemble du profil de sol par les racines. Ensuite, on a cherché à savoir comment les racines se comportaient au niveau des zones tassées. En fait, ce que l'on a remarqué, c'est que les racines, elles vont plutôt contourner dans un premier temps les zones tassées et passer dans des voies, on va dire, préférentielles, c'est-à-dire des galeries de vers de terre ou des fissures, comme on peut le voir là sur le profil de sol. Mais par contre, on a également remarqué que, en particulier lorsque les zones tassées sont humides, les racines peuvent tout de même passer à travers la zone tassée et du coup recréer de la porosité à travers la zone tassée. Et ensuite, on a cherché à savoir si toutes les espèces réagissaient de la même manière au niveau de la zone tassée. Est-ce qu'il y a des espèces qui permettaient de franchir plus facilement des zones tassées que d'autres espèces? Et donc dans les espèces qu'on avait testées, radis et avoine, dans l'horizon, on va dire travaillé qui était moins tassé, on a assez peu de différence en termes d'enracinement entre le radis et l'avoine. Par contre, comme on peut le voir ici sur le tableau, en profondeur dans les horizons tassés, on avait beaucoup plus de racines de radis que d'avoine. Donc il semble que le radis ait une capacité de perforation du sol au niveau des zones tassées plus importante que l'avoine. Donc maintenant, je vais vous présenter quels sont les effets découverts sur la structure du sol. Comme nous l'avons vu tout de suite, les racines ont cette capacité de contourner les zones tassées. Et pour avoir une réponse sur quel est leur impact sur la régénération du sol, ce qui a été réalisé, c'est une observation visuelle des types de mottes, c'est-à-dire les mottes tassées mais fissurées au milieu, ou les mottes plutôt grumuleuses, non tassées. Et pour cela, on a deux graphiques. Dans le premier, qui est la distribution, la proportion des mottes, 3 types de mottes sur l'horizon en dessous de la bourre, entre 25 et 35 cm. Et ce qu'on observe, c'est qu'entre deux dates, c'est-à-dire à l'implantation du couvert et à la récolte, il y a quand même une réduction des mottes tassées pour les deux espèces, pour l'avoine et pour les radis. Et ça, c'est valable pour les 2 années de l'expérimentation, soit en 2017 et en 2018. Donc, pour répondre à la question,
est-ce que les racines des couverts peuvent influencer l'état structurel? La réponse, ça va être oui. Ces racines peuvent contribuer à une amélioration, une régénération par le fait de fissurer les mottes tassées. Donc cet effet de la fissuration des sols par les racines va être de plus accentué quand les sols sont argileux, et car c'est par le dessèchement du sol que cette fissuration aura lieu et cette régénération du sol par la présence des mottes fissurées. Quels sont les effets sur les propriétés du sol? Il y en a eu 3 propriétés du sol qui ont été étudiées. D'abord la densité apparente, et ensuite 2 propriétés qui nous donnent des informations sur la continuité de ces pores. La densité apparente, c'est ce qu'on voit dans les graphiques qui est ici. Donc on observe la densité apparente en ordonnée et on abscisse plutôt les variétés, les modalités de l'expérimentation. On voit qu'entre les 2 années 2017 et 2018, il n'y a pas vraiment de différence entre la densité apparente, donc la quantité du sol par volume. Il faut savoir aussi que même s'il n'y a pas une différence sur la densité apparente, il y a quand même une redistribution des pores dans cette volume qui n'a pas, dans cette densité qui n'a pas évolué. C'est-à-dire par les processus de fissuration, il y a quand même des pores de plus grande taille qui ont été apparus grâce à la présence des couverts. Pour les 2 autres propriétés qui sont beaucoup en lien, parce que d'une part, la continuité des pores est caractérisée par la perméabilité à l'air et la vitesse d'infiltration par la conductivité hydraulique. Donc, c'est 2 propriétés très complémentaires qui ont montré les résultats ici. Donc, la perméabilité à l'air, d'abord, exprimée en litres d'air par minute. On voit une tendance, les racines des couverts permettent d'améliorer la perméabilité à l'air. Également, la vitesse d'infiltration, on voit en tendance que cette vitesse en millimètres d'eau par heure va être augmentée grâce à l'action des racines, à la fissuration dans le sol. Donc en conclusion, on peut dire que finalement les racines des couverts, elles vont être capables de coloniser l'ensemble du profil, mais à condition qu'il y ait une durée de végétation suffisamment longue, donc d'où la nécessité d'implanter précocement les couverts. On remarque ensuite à proximité des zones tassées, les racines vont plutôt préférentiellement contourner les zones tassées, mais elles vont pouvoir également passer à travers certaines zones tassées quand l'humidité le permet. Et ensuite, on a pu remarquer à travers les mesures de propriétés physiques du sol que les racines des couverts vont permettre d'améliorer certaines propriétés telles que l'infiltration de l'eau, la perméabilité à l'air, et également améliorer la fissuration du sol par l'effet de dessèchement. Et donc, par ce processus, les racines permettent en effet d'améliorer la restructuration du sol, notamment dans les sols qui contiennent un minimum d'argile par la fissuration. Donc là, nous avons vu comment les racines peuvent régénérer la structure du sol. Il y a une autre question qui se pose, est-ce que les racines auront d'autres rôles, d'autres services? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pourront agir dans une action de prévention du tassement, renforcer les sols, améliorer, conserver les propriétés physiques du sol, même après un passage d'un engin? Et pour cela, je vous invite à regarder le poster qui s'intitule « Relation des traits racinaires avec les propriétés physiques du sol lors d'un passage induit » par des engins, qui vous montrera les rôles de cette racine dans l'amélioration des propriétés du sol et pourquoi pas également dans la résistance du sol à cisaillement. Bon, bah, du coup, la vidéo est terminée. On va pouvoir repasser à la présentation. On va vous présenter quelques petits résultats pour aller un petit peu plus loin enfin, en termes de perspective. Et puis après, on pourra laisser la place aux questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y en a déjà quelques-unes qu'on va pouvoir traiter tout à l'heure dans les échanges. Donc après, si vous en avez d'autres, surtout, n'hésitez pas. Donc, je redonne la parole à Carolina pour la partie perspective et aussi pour aller plus loin. Puisque je conclurai. Merci, Romain.
Oui, je pense qu'on est tous surprises parce que la vidéo se coupait tout d'un Oui, coup. oui, j'ai coupé la vidéo, j'ai écourté un peu sur la partie sur la partie contact et tout ça. On est un petit peu short Alors, sur le timing. J'en rogne. alors, pour aller plus loin, donc quelques perspectives en trois parties. Donc, là, les mots-clés à retenir sur cette diapositive, c'est la persistance. Donc, oui, il y a des effets bénéfiques découverts qui ont été démontrés pour régénérer les horizons passés et profonds. Mais est-ce qu'elles sont persistantes dans le temps? Sur la culture suivante, donc un impact dans l'implantation, mais aussi dans l'installation de la culture suivante. Deuxièmement, quel est l'impact de la conduite de gouvernance de culture? Donc, Vincent l'a clairement dit, il a un impact de la durée de la végétation. Donc, plus on sème tôt, plus on aura une durée de végétation, donc plus l'effet sera bénéfique pour la régénération du sol. Quelles espèces choisir? Soit des espèces, soit un mélange d'espèces. Donc là, c'est des perspectives du projet. Et bon, pour finir dans cette partie-là, bien sûr, il a un impact sociétal vis-à-vis de la gestion de l'eau, comme par exemple avec des conséquences plutôt favorables à l'infiltration et diminuant les ruissellements. Donc, toutes ces perspectives à vérifier, à étudier davantage. Un point sur quelques recommandations d'espèces et vers où et quelle est la prochaine étape. Donc, tous les résultats qui ont été présentés, c'était souvent par espèce. Et dans ce type de figure, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a peu de différences. Et donc là, on parle d'espèces, mais on pourrait aussi parler des caractéristiques simplement des plantes pour les sélectionner en fonction de certaines caractéristiques qui sont en lien avec ce service de régénération de la structure du sol. Donc, une des caractéristiques, ça pourrait être au détrait racinaire. Donc, caractéristique au trait racinaire, ça pourrait être les diamètres moyens. Et bien ici, cette graphique présente les diamètres moyens à différents horizons. Donc, ça va être H1, H5, H5, H6 pour 4 espèces différentes. Donc, la première chose, c'est que les espèces dites à enracinement superficiel ne se différencient pas forcément de ceux à enracinement profond. Et également des caractéristiques des traits racinaires qui sont propres à chaque espèce. Donc là, ça va être plutôt le poids qui va s'y différencier. Donc c'est la ligne bleu clair. La face ailée, ça va être plutôt en vert, si je me souviens bien. Et puis après, on avait la montarde au milieu avec... j'ai oublié qui était la dernière. Mais non. Donc, une approche plutôt par caractéristique, ça permettra de sélectionner quels seront les couverts qui vont peut-être cumuler une meilleure quantité des bénéfices vis-à-vis de la restructuration, la régénération du sol. Et puis bien sûr, les effets sont différents en fonction en profondeur selon les espèces. Donc, c'est-à-dire qu'une perspective, c'est faire le lien entre les traits fonctionnels ou les caractéristiques des espèces et les services de régénération du sol et les propriétés du sol qui sont annexes. Et donc, pour finir, avec des autres perspectives, c'est ce que j'ai mentionné aussi dans la vidéo, et à Unilassal, on s'intéressait au renforcement du sol en surface ou à la résistance du sol au cisaillement. Donc, le cisaillement, c'est une composante de tassement qui est très peu étudiée car il se situe uniquement en surface, mais ce qui peut être tout à fait intéressant, notamment dans les contextes des réductions de travail du sol. C'est-à-dire où la structure du sol ne pourra pas être remédiée par le travail du sol. Donc, c'est une thèse de doctorat qui a été soutenue en 2019, dont l'intitulé est les rôles des traits racinaires dans la conservation des propriétés du sol lors du tassement induit par les passages des engins agricoles. Alors, il y en a des connaissances dans un autre milieu, plutôt de la stabilité des pentes et la stabilité des berges. Donc, ça, on sait que les racines des plantes pérennes peuvent augmenter la résistance du sol, d'une part au cisaillement, donc un processus de surface, et d'autre part aussi la compression, un processus qui est aussi en surface et en profondeur. Le cisaillement, c'est uniquement la composante horizontale de la contrainte exercée sur la surface du sol. Donc, les plantes pérennes, très bien, mais qu'est-ce qu'on sait des plantes annuelles? Et ça, c'était une des questions qui ont été posées
dans cette thèse, c'est de savoir si les racines des plantes annuelles, des agrosystèmes, peuvent contribuer à renforcer les sols, c'est-à-dire est-ce que ces racines sont peut-être une solution préventive vis-à-vis du tassement. Et si la réponse est oui, très bien, et quels sont alors les traits racinaires impliqués pour pouvoir mieux sélectionner les espèces ou les mélanges. Donc, quelques résultats concernant cette étude. Et donc, à gauche, c'est ce qu'on voit, c'est un graphique qui présente la résistance au cisaillement d'un système sol-racine pour 4 espèces différentes. La févrole, les seigles, les sols nus, pour 3 espèces et un sol nu. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, donc qu'on on a la résistance au cisaillement, mais il n'y a pas cisaillement s'il n'y a pas un effort normal. Donc, c'est un processus qui a lieu vraiment, d'autant plus qu'on est à l'attraction, mais il aura toujours un effort normal. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir ici, c'est que c'est plutôt la févrole qui se détache de 2 autres espèces et du sol nu. Donc, c'est-à-dire que si on regarde les caractéristiques de la févrole, peut-être qu'on pourra déterminer les caractéristiques des espèces à sélectionner pour cette solution, cette capacité à renforcer les sols. Quelques pistes des traits racinaires de la févrole qui se différencient par les autres espèces, ça va être le diamètre moyen des racines et la densité de volume racinaire par volume du sol. Donc ici, c'est ces 2 traits différents avec 3 espèces, les mêmes 3 espèces présentées à gauche, et c'est toujours la févrole qui se différencie. Donc, une des conclusions de cette étude, c'est que la févrole présente un potentiel pour renforcer les sols et que les espèces qui présentent des traits racinaires similaires pourraient donc être des candidates pour réduire les tassements induits par le cisaillement. Et puis, il y a la vidéo de la thèse que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Et donc, pour finir, Romain, donc avec les conclusions. Non, enfin, moi, je vais surtout laisser la place aux échanges et je conclurai vraiment tout à la fin du webinaire et puis pour vous rappeler aussi qu'il y a d'autres webinaires et que voilà, plein d'autres choses. Donc voilà, donc on va pouvoir laisser la place aux échanges. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir commencer à traiter un peu celles qui ont été posées, puis celles qui ont été aussi posées avant le webinaire. Vous pouviez poser vos questions avant de commencer. Donc j'en ai noté une, donc à laquelle on pourra répondre. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer par celle-ci. Donc voilà, 11 votes, donc il faut y répondre. Donc la question, c'est donc est-ce qu'on peut semer un couvert du coup varié avec du coup différentes espèces, répondant à qui répondent du coup à plusieurs objectifs et avec une densité de couvert sans risque que les espèces s'inhibent entre elles par concurrence. Donc moi, dans cette question, ce que je retiens, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire avec un même couvert plusieurs objectifs et après des questions, une question plus sur la concurrence entre les espèces. Et puis je pense que celle-ci, j'y répondrai. Donc je ne sais pas si y a quelqu'un, Vincent ou Carolina, qui veut dire quelque chose sur la partie, on va dire, multi-objectif de ces mélanges, on va dire, des perspectives vers l'utilisation de mélanges, on va dire, sur l'effet sur la structure du sol. Je ne sais pas qui se dévoue, Carolina ou Vincent, ou moi, je peux répondre si vous voulez. Après, il y a probablement un effet bénéfique parce qu'on voit que prévisuellement, on voyait bien que le radis passait plus facilement dans des zones tassées. Mais par contre, donc, il y a a priori une puissance un peu racinaire qui est un peu supérieure aux racines fasciculées. Par contre, l'avoine, il avait une capacité à contourner assez facilement et donc du coup à coloniser, il mettait aussi un peu plus de radicelles, à coloniser plus facilement dès les moindres petits interstices du sol. Et donc, on peut facilement penser qu'un mélange avec des cultures, des racines pivotantes, des racines fasciculées, ça optimisera un peu le fait d'aller explorer l'ensemble des niches écologiques du sol et l'ensemble
des différents horizons et des différents interstices du sol avec des systèmes racinaires différents et complémentaires. Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour optimiser le service avec le mélange. Oui, et puis on va dire qu'on a quand même une chance avec du coup avec les couverts, si on ouvre un petit peu aux autres services que celui à la structure du sol, c'est que la biomasse du couvert est quand même relativement un relativement bon indicateur du niveau service rendu, quel que soit le service. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, au-delà d'avoir un choix d'espèces qui soit, on va dire, très très complexe, ou en fait l'idée c'est d'avoir quelque chose qui pousse le maximum. Et donc on l'a vu, Vincent l'a expliqué dans la vidéo, c'est qu'on a quand même relativement bien vu une relation entre la densité racinaire et la quantité et la biomasse produite. Et en fait, c'est la même chose pour le piégeage des nitrates, c'est la même chose pour la mise à disposition d'azote pour la culture suivante, parce que plus vous avez de biomasse de légumineuses, plus vous allez pouvoir faire de fixation symbiotique et mettre à disposition. Plus vous avez de biomasse, plus vous protégez le sol de l'érosion, plus vous avez de biomasse, plus vous favorisez la vie du sol. Donc, on va dire tous ces objectifs-là, ils sont un petit peu corrélés à la même chose. Donc, finalement, c'est absolument pas incompatible d'avoir. Et ensuite, au niveau de la relation qu'il va y avoir entre les espèces, c'est forcé qu'il y ait, enfin, les cultures intermédiaires, on les fait pousser par définition avec les restes de la culture précédente, et puisque va arriver à fournir le sol pendant les 3-4 mois d'interculture. Donc on est forcément avec des facteurs limitants. Dans un premier temps, souvent c'est l'eau, puis après ça devient vite l'azote. Donc finalement, il y aura toujours de la concurrence entre les espèces, mais en même temps, choisir des espèces qui soient différentes, avec aussi des cycles qui soient différents, des besoins qui puissent être différents, ben, on va essayer finalement de la minimiser, cette concurrence, mais il y aura toujours de la concurrence et des endroits où telle ou telle espèce ne sera pas présente, et puis d'autres endroits de la parcelle où elle sera plus présente. Mais je pense que ça, c'est un peu inhérent au couvert et on n'aura pas le choix que de vivre avec. Donc, une autre question, c'est vos résultats obtenus en sol limoneux peuvent-ils signifier que les couverts peuvent remplacer des techniques de fissuration du sol? Voilà. Une question un petit peu plus ouverte. Donc, je ne sais pas... Encore une fois, Vincent ou Carolina, qui souhaite répondre? Après, ça ne va jamais remplacer complètement un travail du sol, mais il faut déjà savoir, dans beaucoup de situations, le travail du sol, il est effectué sans que ce soit vraiment nécessaire. Bon, donc, ce qu'il faut, c'est de voir en profondeur, parce que là, on regardait beaucoup ce qui se passe en profondeur. Ce qui est important, c'est que les racines, elles puissent passer. Comment dire, on n'a pas forcément beaucoup de porosité, mais qu'on a des voies préférentielles, des galeries de vers de terre, des fissures, c'est gagné pour que les racines elles passent. Et si au final, cet horizon un peu tassé, les racines ne colonisent pas cet horizon, mais qu'elles arrivent quand même à passer, c'est gagné. Et donc, comme on voit que là, avec les racines, on améliore la fissuration du sol, ces fissures vont être des futures voies préférentielles pour le passage des futures racines de la culture suivante. Et donc, dans beaucoup de situations, finalement, on se rend compte que dès qu'on a un réseau de fissures et de galeries de vers de terre suffisant en profondeur, souvent, ce n'est pas forcément nécessaire d'intervenir mécaniquement. Donc voilà, pour savoir si ça peut remplacer ou non une intervention mécanique, il faut vraiment voir, est-ce que les racines des futures cultures vont être bloquées ou pas. Et si on a suffisamment de fissures et de galeries de vers de terre, c'est gagné. Donc, dans beaucoup de situations, oui, on peut considérer que ça peut potentiellement limiter le travail du sol en profondeur, parce que si on optimise la fissuration, du coup, les racines ne seront pas bloquées. Les racines des cultures suivantes ne seront pas bloquées. Du coup, là, on va démarrer une autre. Elle fait un peu écho à une autre que j'avais vue avant, c'est pour ça que je l'ai mise là. C'est une question, du coup, c'était de Gilles sur aussi l'effet des pérennes. Donc, voilà, est-ce qu'au-delà des couverts, il y a d'autres cultures qui permettent de restructurer le sol? S'il y en a, oui, quelles sont-elles? Est-ce que finalement, il y a un impact aussi sur des cultures principales en place sur la structure du sol, un impact favorable, et puis est-ce qu'il y a des espèces plus efficaces que d'autres? C'est ce que j'en comprends de la question. Après, on peut penser que ça va être surtout les cultures qui vont pomper de l'eau dans une période où le sol va se dessécher.
Donc toutes les cultures d'été, une betterave, alors c'est dommage qu'à la récolte, souvent on fout un peu tout en l'air avec les chantiers lourds en conditions humides, mais sinon une betterave qui pompe de l'eau en période estivale, du coup ça permet de fissurer le sol de manière importante et en profondeur. Donc toutes les cultures globalement qui vont pomper de l'eau beaucoup au printemps, en été, c'est des cultures qui vont du coup permettre d'optimiser la fissuration, à condition bien sûr qu'on ait un minimum d'argile, d'optimiser la fissuration. Donc on n'a pas forcément nous fait des mesures plus précises sur les cultures, mais on peut logiquement penser que les cultures annuelles qui pompent de l'eau en été et les cultures pluriannuelles vont aussi avoir un effet positif sur la fissuration du sol en profondeur. Oui, enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que là, c'est vraiment orienté les services découverts d'interculture. Mais toutes les caractéristiques et les processus identifiés, c'est étendu aux plantes annuelles. Donc, toute culture, comme disait Vincent, ayant ce pouvoir de fissuration, oui, ça va être bénéfique pour la structuration du sol. Alors, c'est ce qui se passe, c'est que souvent, l'intervention d'après, enfin, au courant la culture, il va être à l'encontre de l'effet bénéfique de cette culture en place. Et donc, finalement, on a recours au couvert d'interculture pour pouvoir agir sur les structures du sol. Bon, merci à vous. On va prendre une dernière et puis voilà, c'est une dernière voilà, sur la partie plus perspective sur les travaux de Mathieu sur la résistance au cisaillement. Donc c'est une question qui demande est-ce que les résultats qu'on voit sur la résistance au cisaillement, est-ce que ça peut être extrapolé à une résistance au tassement? Donc les cisaillements, c'est une composante du tassement, enfin le tassement surtout en profondeur, quand on l'évoque, ça va être le tassement à l'origine d'une contrainte verticale. Et donc les cisaillements, c'est sa composante horizontale qui a surtout lieu quand il y a la traction. Et donc nous, on a voulu démarrer pour voir ce qui se passe en surface, car en imaginant que c'est là où il y aura la plus grande densité des racines qui pourront jouer un rôle bénéfique. Or, si cette racine-là, ils arrivent aussi à coloniser des horizons plus profonds, donc on peut espérer, oui, que ce renforcement du sol ne sera pas uniquement en surface, sinon aussi en profondeur. Mais ça, c'est les perspectives de l'étude qui a été conduite, qui était ici à l'école. Mais je pense que oui, c'est une piste qui est en lien avec ce qu'on vient avec les résultats du projet. Donc, si les racines arrivent à aller en profondeur, cet effet de renforcement pourra être généralisé à l'ensemble de profils. Et pas uniquement au cisaillement, sinon aussi à la compression. Mais ça, c'est encore des perspectives à vérifier et à savoir quelles sont les espèces associées et leurs caractéristiques. Et comme je le disais, la vidéo, il est vraiment en ligne. Vous pouvez visionner la soutenance ainsi que les divers documents autour de la thèse. Merci pour la question. Bon, je considère qu'on a terminé d'y répondre. Puis là, il est 19h04, donc je vous propose voilà, qu'on vienne à la conclusion et puis au petit sondage. Donc, partez pas tout de suite. Donc voilà. Donc, je vais essayer de conclure. Donc voilà. Donc ce qu'il faut conclure des résultats des essais qu'on a mis en place sur la structure du sol dans le cadre de ce projet, c'est qu'au départ, on avait quand même peu de références sur l'effet découvert sur la structure du sol en profondeur. On avait quelques petites choses, enfin, on avait quand même identifié des références sur les effets en surface dans des systèmes d'agriculture de conservation dans d'autres contrées que chez nous et dans d'autres types de systèmes. Donc, on s'est basé là-dessus pour monter un peu cet essai sur l'effet découvert sur les tassements profonds. Ce qu'on a pu observer, c'est que les racines découvertes, elles parviennent déjà à traverser l'horizon tassé dès 500 degrés jour. Et ce, quelle que soit l'espèce, qu'on a testé l'avoine rude ou le radis fourragé, nos deux espèces, elles arrivaient déjà dès 500 degrés jour. Donc 500 degrés jour, il faut imaginer un couvert qui fait 10-15 cm de haut, donc un radis, on va dire, à 4 à 6 feuilles, on a déjà des racines qui traversent l'horizon tassé. Donc voilà, et la densité, cette densité
cet enracinement, c'est caractérisé par la densité racinaire, elle est liée donc à la biomasse du couvert et à la durée de végétation. Donc ça nous fournit déjà 2 éléments de pistes pour maximiser ce service de restructuration des couverts par les cultures, de restructuration du sol par les couverts d'interculture. Donc c'est maximiser la biomasse et essayer de les faire durer le plus longtemps possible, enfin qu'il est possible dans notre système. On a vu que les couverts, par ce biais-là, ils arrivaient à favoriser la régénération naturelle de la structure du sol. Donc, on a vu une amélioration de l'état structural du sol, notamment la diminution de ces zones tassées au profit de zones tassées mais fissurées. Et puis, finalement, en termes de propriété du sol, même si la porosité totale, elle est peu affectée par n'est pas affectée par les couverts. Les couverts, ils tendent à redistribuer cette porosité et à améliorer, on va dire plutôt la continuité des pores, donc tout ce qui va être l'infiltration et la perméabilité à l'air. Voilà un peu ce qu'on a pu voir dans les vidéos. Et puis, des choses aussi, on a pu aller un petit peu plus loin au travers des échanges, donc je suis très content. Si vous voulez continuer sur le sujet des effets découverts sur la structure du sol, je vous invite à aller sur le site des résultats du projet qui s'appelle cultivonslescouverts.agro-transfert-rt.org. Donc, je vous rappelle, c'est le site qui héberge, on va dire, nos sorties. Il y aura un replay du webinaire, donc, sur la plateforme Livestorm dans un premier temps, et puis sur le site, on mettra les replays pour un usage plus pérenne. Les vidéos des essais, elles seront aussi disponibles au fur et à mesure qu'on aura fait à la mesure où on aura fait tous nos webinaires, on va mettre en ligne au fur et à mesure nos vidéos d'essai. Il y aura un compte-rendu des échanges et des questions, donc je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent. Vous retrouverez les réponses à vos questions dans ces comptes-rendus, et sinon on vous enverra, pour les gens plus, on va dire, qui ont posé la question, on vous enverra la réponse. Et puis aussi, pour aller plus loin, vous pouvez voir la liste des références qui sont citées dans cette présentation et les liens vers les références et les publications qui y sont associées. Vous pourrez retrouver ça sur le site internet. Donc, si vous voulez continuer un peu sur le sujet. Et enfin, pour un peu finir, je vous rappelle qu'il y a d'autres rendez-vous sur les cultures intermédiaires. Donc, j'espère que celui-ci vous a plu. Et donc, si ça vous a plu, on se retrouve le 11 mars. Donc, je vous rappelle qu'il est nécessaire de s'inscrire pour chaque séance. Et donc voilà, et comme ça vous aurez un rappel et puis vous pourrez vous connecter. Je vous envoie juste un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, pour qu'on adapte le format pour la semaine prochaine et puis pour les suivantes. Donc voilà, je vous publie le sondage. Donc, normalement, ça a dû apparaître. Deux petites questions, donc c'est pas énorme. Donc voilà, si vous avez l'habilité d'y répondre, ce serait super. Et sinon, voilà, je vous remercie pour vos questions et pour la qualité de nos échanges. Et puis, je remercie aussi les intervenants, enfin voilà, Vincent et Carolina d'avoir participé, c'était très sympa.